Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir un lieu qui a changé à jamais l'histoire d'Israël. Car ici, à quelques mètres d'où nous sommes, se trouvait l'Arche d'Alliance. Et d'ici, elle a été perdue et emmenée en exil, mais pas par les Babyloniens, mais par les Philistins. Venez avec moi découvrir Isbet Sarta, l'Eben Ezer biblique et son archéologie. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Eben Ezer a été fondé il y a environ 3300 ans, à l'époque des juges, et c'était un petit village agricole. Ici vivaient quelques dizaines ou quelques centaines d'habitants, mais malgré sa petite taille, cet endroit a changé le cours de l'histoire biblique. Mais comment les archéologues savent-ils tout cela? Comment savent-ils quand cet endroit a été construit? Parce que du moins à première vue, tout ici semble être fait de pierre. Il existe 3 techniques principales qui aident à dater cet endroit. La première consiste à utiliser la céramique, car oui, la plupart des constructions, les grandes, sont en pierre. Mais venez ici avec moi. Si on commence à regarder de plus près les fouilles, regardez ici ce qu'on commence à trouver. Des petits morceaux de céramique. Regardez comme c'est beau, tout le monde! Ici, nous avons de la céramique. Et les archéologues, lorsqu'ils ont fouillé cet endroit, ils ont trouvé des milliers, mais vraiment des milliers de ces morceaux. Et ils peuvent savoir, grâce au type de céramique, à quelle époque remonte la construction. Il existe aussi 2 autres méthodes. Commencez par replacer la céramique. Une autre méthode consiste à utiliser des tests au carbone 14. Le carbone 14, il prélève littéralement des matériaux organiques sur le site et les analyse, et ils peuvent savoir avec une bonne précision à quelle époque la construction a eu lieu. Et la 3e méthode consiste à analyser l'architecture elle-même. Imaginez l'endroit où vous vivez, dans votre ville. Si un bâtiment a été construit aujourd'hui ou il y a 50 ans, vous pouvez probablement l'identifier assez facilement car l'architecture change avec le temps. Imaginez une église construite il y a 5 ans ou une église datant de 100 ou 150 ans. Les styles changent avec le temps. Et c'est la même chose avec l'architecture ancienne. Parfois, il fallait un peu plus de temps pour que ces changements se produisent. Mais si nous regardons une maison de l'époque des juges et une maison de l'époque des rois, elles sont différentes. Si nous regardons à l'époque babylonienne, elles sont encore plus différentes. Et cette maison que nous voyons est une maison classique du début de l'âge du fer. Et maintenant, nous allons faire un voyage dans le temps et entrer pour découvrir cette maison. Allons-y. J'aime vraiment voyager à travers Israël et découvrir de nouveaux endroits. Et si vous êtes aussi des voyageurs et que vous aimez explorer les 4 coins du monde, j'ai un conseil très spécial à vous donner. Téléchargez dès maintenant l'application Nomad. Il propose un compte international en dollars, accepté dans le monde entier, et il vous aide à voyager d'une manière beaucoup plus pratique, sûre et surtout économique. Ils ont des fonctionnalités spéciales comme l'alerte sur le dollar et la conversion automatique. Et Nomad propose aussi un salon exclusif au terminal 3 de l'aéroport international de Guarulhos. Si vous voulez profiter de ces avantages et de bien d'autres encore, téléchargez dès maintenant l'application de Nomad. Vous pouvez utiliser le lien qui se trouve dans la description ou le code QR qui s'affiche à l'écran. Et utilisez le code promo ALINE40 pour recevoir jusqu'à 40 $ de cashback sur votre premier achat de dollars. Ça vaut vraiment le coup et pendant que vous téléchargez l'application, nous continuons notre promenade à Eben Ezer.
Ce type de construction, ce style architectural porte un nom pas très créatif, il s'appelle la maison à 4 pièces. Le premier espace, c'était celui-ci, une cour intérieure ouverte sur le ciel, une pièce de chaque côté et une autre pièce au fond. Et regardez comme c'est incroyable, ici on peut même voir les restes de l'une des colonnes qui soutenait le toit de cette pièce, de cet espace latéral. Mais peut-être que la question que certains d'entre vous se posent est la suivante. Où est le reste des murs? On peut voir que le mur n'a survécu que jusqu'à cette hauteur. Où est le reste? Ce qui se passe, c'est que le reste de ces murs était fait de briques de terre crue, donc toutes les fondations, et jusqu'à cette hauteur ici, un peu plus d'1 mètre, étaient en pierre. Au-dessus de cela, c'était en briques de terre crue. Et après 3000 ans, ces briques d'argile ont déjà disparu depuis très longtemps, ne laissant que de petites traces qui ont aidé les archéologues à comprendre à quoi ressemblaient ces murs à l'origine. Et cette maison, comme toutes les maisons de cette époque, avait plusieurs fonctions. Il y avait bien sûr les chambres où les gens dormaient. Il y avait aussi la cuisine à l'intérieur de la maison, mais il y avait également la partie réservée aux animaux, littéralement l'étable. Et cette maison où nous sommes était la maison la plus luxueuse d'Ébène Ebenezer. Oui, c'était la maison la plus chic de toute la ville et cela nous montre vraiment à quel point c'était un simple village agricole. Mais malgré la simplicité des maisons de la ville, elles avaient toutes des murs extérieurs extrêmement épais, regardez leur taille, et toutes les maisons n'avaient qu'une petite entrée, regardez ici. C'est parce que c'était une question de protection, l'époque des juges a été marquée par de nombreuses guerres et conflits. Et cette maison spécifique que nous voyons maintenant, elle a été construite il y a environ 3150 ans. Et c'est justement à cette époque qu'un nouveau peuple arrive ici dans la région, ou plutôt une confédération de peuples. Ceux-ci étaient appelés les peuples de la mer. Et parmi ces peuples de la mer, il y avait les Philistins. Les peuples de la mer, comme leur nom l'indique, sont arrivés par bateau sur la côte orientale de la Méditerranée. Et ils étaient d'origine européenne, de la région de la mer Égée et probablement aussi de l'île de Crète. Et plus précisément, les Philistins ont attaqué et conquis la côte sud de la terre de Canaan. Et ils ont alors fondé la Pentapole. Les 5 villes philistines, qui étaient Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath et Ekron, et ils sont devenus le grand ennemi du peuple d'Israël. Mais avant de continuer avec l'explication sur les Philistins, je dois vous donner une explication très importante. L'explication que les Philistins bibliques et les Palestiniens actuels sont 2 peuples complètement différents. Les Philistins, comme nous l'avons dit, étaient d'origine européenne, et nous le savons même grâce à des tests ADN. On a littéralement fouillé des cimetières philistins en Israël, on a extrait des ossements, on a testé l'ADN et on a vu qu'ils étaient effectivement d'origine européenne. Les Philistins étaient païens, ils avaient une culture égéenne et ils utilisaient une langue non sémitique. Et les Philistins ont été dominés par les Assyriens, puis exilés par les Babyloniens. Cela veut dire qu'il y a environ 2600 ans, ils ont été envoyés dans des terres lointaines et ne sont jamais revenus. Et dans ces terres lointaines, leur culture a fini par disparaître et ils se sont mêlés à d'autres peuples, c'est-à-dire les Philistins bibliques, les grands ennemis du peuple d'Israël, ont littéralement disparu de l'histoire. Et maintenant, comparons cela avec les Palestiniens actuels.
Les Palestiniens sont d'origine arabe. Ethniquement, ce sont des Arabes, pas des Européens. Ils sont majoritairement de religion musulmane et ils sont arrivés ici plusieurs siècles après la disparition des Philistins et ils ont adopté le nom de la région qui avait été partiellement celle des Philistins. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Et ce n'est pas de la politique, c'est de l'histoire. Mais comme je vois souvent des gens mélanger les deux, parfois sans le vouloir, mais parfois aussi exprès, je voulais clarifier un peu ce point. Et maintenant, revenons à parler des Philistins bibliques, car après leur arrivée sur la côte de Canaan et leur installation, ils commencent à se renforcer et à étendre leur territoire au-delà des 5 villes d'origine. Ils commencent à s'étendre et ils arrivent jusqu'à Aphek, qui se trouve juste à côté d'où nous sommes. Et le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, a essayé de freiner l'avancée des Philistins, mais sans grand succès. Et la situation devenait de plus en plus critique. Alors, à l'époque du prophète Samuel, le moment décisif est arrivé. Il fallait décider une bonne fois pour toutes à qui cette terre était promise, au peuple d'Israël ou aux Philistins. Et rappelons-nous, les Philistins étaient déjà ici, jusqu'à Aphek, juste à côté de nous. Et ils dominaient tout le littoral d'Aphek vers le sud en direction de l'Égypte. Et le peuple d'Israël avait alors sa capitale à Silo. Et ils commencent à envoyer des troupes ici, dans la zone frontalière, en vue d'une grande bataille qu'ils savaient imminente. Israël choisit Ebenezer comme lieu de son campement, comme quartier général central de ses troupes. Mais la question est, pourquoi? En regardant ici, l'endroit ne semble pas si impressionnant. Pourquoi cet endroit avait-il été choisi? Il y a 2 raisons. La première, nous en avons déjà parlé, nous sommes à côté d'Aphek. La bataille aurait lieu ici, tout près. C'est pourquoi il voulait installer le campement le plus près possible du lieu de la bataille. Mais il y a une deuxième raison que nous connaissons grâce à l'archéologie. Et c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Venez avec moi. Regardez ces cercles qu'il y a ici sur le sol. Il y en a des dizaines dispersés dans toutes les Bénézères. Et maintenant, je veux vous demander qui peut deviner ce qu'ils étaient. Vous pouvez laisser vos suggestions, vos suppositions ici dans les commentaires. Et maintenant, essayons de comprendre ce que c'était et comment cela est lié à la bataille biblique. Tout d'abord, ceci n'étaient pas des citernes, ce n'étaient pas des réservoirs d'eau, car s'ils l'étaient, ils auraient dû être recouverts de plâtre. Que sont tous ces trous? C'étaient des silos à grains. Parce que les récoltes de blé ici, en terre d'Israël, n'ont lieu qu'une fois par an. Alors, ils récoltaient le blé et l'orge de la région,
les apportait dans ces silos en pierre et les fermait aussi avec des pierres. Et ainsi, il pouvait les conserver pendant 1 an ou même plus, fermés et à l'abri des nuisibles et aussi des rongeurs. Et par la quantité de silos qu'il y a à cet endroit, nous comprenons que même si la population était petite, ils avaient une grande production agricole. Et plus que cela, les fouilles ont également trouvé ici de petits murs. Pas des murs de protection de la ville, ceux-ci ont aussi été trouvés, mais on a trouvé des murs plus petits qui étaient utilisés pour parquer les animaux. Mais le bétail, et cela signifie qu'Ebenezer avait une quantité gigantesque de nourriture, à la fois des céréales et du bétail. Et si tu vas installer un camp ici avec des milliers et des milliers de soldats, tu as besoin de nourriture. Donc, cela a beaucoup de sens historiquement et archéologiquement de placer le campement du peuple d'Israël là où il y a une abondance de nourriture. Alors, avec le campement établi ici à Ebenezer, les Philistins, avec leur campement également très bien établi à Aphek, le moment de la grande bataille, du grand combat est arrivé. Et les deux peuples, chacun quittant son campement, se rencontrent dans les champs ouverts et cette grande bataille commence. Ce grand moment arrive et Israël est vaincu d'une manière terrible. 4000 soldats d'Israël sont tués au combat. Et alors ils battent en retraite et retournent à Ebenezer et commencent à se demander « Que va-t-on faire? Que va-t-on faire ?» Et la Bible nous raconte ce qu'ils ont décidé. Quand les soldats sont revenus au campement, les autorités d'Israël ont demandé « Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que les Philistins nous battent aujourd'hui? Allons à Silo chercher l'arche de l'alliance du Seigneur afin qu'il vienne avec nous et nous sauve des mains de nos ennemis. » Alors ils ont fait venir de Silo l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, dont le trône est entre les chérubins. Les fils d'Éli, Ophni et Phinéas accompagnaient l'arche de l'alliance de Dieu. Et le peuple célèbre l'arrivée de l'arche. Ils étaient certains qu'ils allaient maintenant gagner lorsque l'arche de l'alliance du Seigneur est entrée dans le camp. Tous les Israélites ont crié si fort que le sol a tremblé. Les Philistins, entendant les cris, ont demandé « Que signifient tous ces cris dans le camp des Hébreux ?» Quand ils ont appris que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp, les Philistins ont eu peur et ont dit « Les dieux sont arrivés dans le camp. » Malheur à nous, cela ne nous est jamais arrivé. Une chose pareille est-elle déjà arrivée? Malheur à nous, qui nous délivrera des mains de ces dieux puissants? Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes, sinon vous deviendrez esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été vos esclaves. Soyez des hommes et combattez. Mais cela suffirait-il à garantir la victoire du peuple d'Israël? Car le peuple n'a pas jeûné, n'a pas prié Dieu, ne s'est pas repenti. Ils ont simplement fait venir l'arche pour l'utiliser comme une sorte d'amulette, sans rien d'autre. Et alors, il y a eu la deuxième bataille d'Ebenezer. Dans ces mêmes champs, une seconde bataille, encore plus grande, a eu lieu. Et alors, le peuple d'Israël subit une défaite encore plus grande. Cette fois, nous parlons de 30 000 soldats tués. Et ce n'est pas tout. Parmi les morts se trouvaient aussi Ophni et Phinéas, les fils du grand prêtre du tabernacle à Silo. Et le pire, l'arche de l'Alliance a été volée et emmenée sur le territoire philistin, puis placée dans le temple de Dagon, dans la ville d'Ashdod. Et la découverte archéologique la plus importante de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a été trouvée justement à l'intérieur de Dos Silos et c'était un ostracon.
Cela veut dire une inscription faite sur un fragment de céramique. Sur celle-ci, 103 lettres en ancien hébreu, l'une des inscriptions hébraïques les plus anciennes jamais découvertes. Et c'est une inscription très mystérieuse. Elle est divisée en 5 lignes. Commençons par parler de celle du bas. La ligne du bas, c'est simplement l'alphabet hébreu. A, B, C, D. Mais ici, quelque chose d'un peu étrange. L'alphabet va de la gauche vers la droite. Et l'hébreu a toujours été écrit de droite à gauche, même dans les temps les plus anciens. Alors, le premier mystère est de savoir pourquoi l'alphabet est, on peut dire, à l'envers. Et dans ce texte aussi, il y a quelques lettres qui sont à l'envers, littéralement tournées dans la mauvaise direction. Et pourquoi? Nous n'en avons pas la moindre idée. Donc la dernière ligne, c'est l'alphabet, l'abécédaire, et les 4 lignes précédentes, qu'est-ce qui est écrit? Il y a un grand débat parmi les archéologues. Elles sont partiellement effacées et endommagées. Et c'est pour cela qu'il est très difficile de réussir à déchiffrer ce qui est écrit. Mais le chercheur William Shea pense avoir réussi à déchiffrer. Dans ce texte, il publie en 1990 le résultat de ses recherches. Et c'est vraiment quelque chose de choquant ce qu'il a réussi à lire dans ces lettres en hébreu ancien. Je veux laisser ici, dans la description de cette vidéo, le lien vers l'étude complète. Ceux qui veulent peuvent cliquer et lire en anglais. Et maintenant, écoutons ensemble ce qu'il a déchiffré. Nous sommes venus au champ de Silo à Aphek. Ceux qui l'ont pris sont allés à Tsor, à Dagon, seigneur d'Asdod, et à Gath. Il est retourné à Kiriatharim. Ophni, compagnon des soldats d'infanterie, est venu avertir les anciens. Un cheval est arrivé et dessus se trouvait mon frère, afin que nous puissions l'enterrer. Regardez comme c'est incroyable. Si cette traduction est correcte, c'est quelque chose d'énorme, car cela a des parallèles concrets avec le récit de la Bible. La première ligne du texte raconte l'avancée d'un groupe de personnes de Silo vers le camp d'Aphek. Et il est raisonnable d'identifier ce groupe comme les Israélites. La deuxième ligne identifie un autre groupe ou peuple, les Kittim. Ce terme était utilisé pour désigner les personnes venant de Chypre. Cependant, parfois, ce terme pouvait aussi être utilisé de façon plus générale pour désigner des personnes venant à Canaan par la mer, comme dans le cas des peuples de la mer, parmi lesquels les Philistins. Et le texte continue lorsque ces Kittim emportent un objet non nommé, présumé être l'arche d'alliance. Et le texte mentionne 3 lieux, dont 2 apparaissent également dans le récit biblique, dans le premier livre de Samuel, chapitre 5. Et la dernière ligne parle du retour de cet objet et mentionne aussi Kiriath-Yarim, l'une des stations de l'Arche d'Alliance. Cette inscription est datée de l'époque de la bataille d'Eben-Ebenezer. Cela signifie que si William Shea a raison dans son interprétation du texte, ceci est le dernier récit de l'Arche de l'Alliance avant qu'elle ne soit prise par les Philistins. Mais nous devons toujours nous rappeler que ce qui comptait le plus, ce n'était pas l'arche elle-même, l'arche en or et en bois d'acacia, mais ce qui était à l'intérieur, c'est-à-dire les tables de la loi contenant les 10 commandements, la manne et le bâton d'Aaron. Et les Philistins prennent l'arche, l'objet le plus important du culte du Dieu d'Israël, et la placent dans un temple païen, le temple de Dagon à Ashdod. Mais que se passe-t-il alors dans le temple et dans la ville? Lorsque les habitants arrivent plus tard, la statue est tombée et décapitée, et toute la ville est frappée par un terrible fléau. Mais des hémorroïdes. Je sais que dans les traductions dans différentes langues, la Bible finit parfois par être un peu censurée.
car il est mal vu de parler d'hémorroïdes et pour cette raison, parfois le mot apparaît comme blessure, cancer, tumeur, mais dans l'original, en hébreu, c'est torim, c'était un fléau d'hémorroïdes. Alors, la population d'Ashdod comprend qu'il ne devrait pas garder l'arche et l'envoie à Gath, qui reçoit le même fléau. Ensuite, à Écron, et elle aussi est frappée par un fléau. Et alors, finalement, les Philistins comprennent qu'ils ne devraient pas garder l'arche de l'Alliance. Et ils la remettent à la ville de Beit Shemesh, qui était déjà une ville située sur le territoire d'Israël. Cependant, la population de Beit Shemesh, pas tout le monde, mais certains, en voyant l'arche revenir, font quelque chose de complètement interdit. Ils ouvrent l'arche et regardent à l'intérieur. Et alors, Beit Shemesh est aussi frappé par un grand fléau. Et alors, Beit Shemesh envoie aussi l'arche à Kiryat Yearim. Et là, elle reste jusqu'à ce qu'elle soit finalement emmenée à Jérusalem, puis placée dans le temple de Salomon. En effet, l'arche a fait un immense voyage avant d'arriver au temple. Cependant, quelques siècles plus tard, en l'an 586 avant J.C., le temple est complètement détruit par les Babyloniens et l'arche disparaît alors. Et elle ne revient jamais. Mais cela, c'est déjà un sujet pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié en apprendre un peu plus sur la bataille d'Ebenezer et sur l'archéologie de cet endroit. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et on se retrouve à la prochaine.